Au lendemain de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une onde de choc inattendue a traversé la scène politique marocaine. Le Parlement s'est retrouvé au cœur d'un tumulte où le Sénégal a été explicitement invité à abandonner le trophée remporté. Ce qui n'aurait pu rester qu'un débat sportif s'est rapidement mué en tempête politico-médiatique. La défaite des Lions de l'Atlas a quitté les gradins pour envahir les plateaux télé, les réseaux sociaux et jusqu'au banc de l'hémicycle. L'émotion a pris le pas sur l'analyse. Plutôt que de décortiquer le jeu ou les choix tactiques, certaines voix parlementaires ont opté pour une surenchère spectaculaire, évoquant des démarches auprès des institutions africaines et internationales afin de remettre en cause le verdict du terrain, comme si le coup de sifflet final n'avait pas suffi à clore le match. Certains sont même allés jusqu'à réclamer le retrait du titre à l'équipe sénégalaise sous prétexte de ce qu'ils ont qualifié de graves dépassements arbitrales et d'ingérences non sportives ayant, selon eux, changé le cours du match. D'après ce qui a été relayé lors de la séance parlementaire, plusieurs députés ont estimé que ce qui s'est produit lors de la finale ne pouvait pas être classé parmi de simples erreurs d'arbitrage, mais relevait plutôt d'une déviation grave des règles de neutralité et d'intégrité. Ils se sont appuyés sur certaines séquences précises, notamment des décisions arbitrales controversées intervenues après le retrait de joueurs protestataires, puis la reprise du jeu dans des conditions jugées anormales. Certains intervenants ont lié ces événements à un état de désordre mystérieux ayant affecté les joueurs marocains à des moments clés, ouvrant ainsi la porte à des interprétations dangereuses allant jusqu'à évoquer des influences extérieures au cadre sportif. Une allusion directe aux accusations de sorcellerie et de pratiques occultes, des accusations qui ont provoqué une large vague d'étonnement et de moquerie au niveau continental. Ce qui a particulièrement marqué le débat parlementaire, selon ce qui a été rapporté, c'est la volonté de faire porter au corps arbitral principal la responsabilité directe de ce qui s'est passé, avec des appels à l'ouverture de poursuites judiciaires contre l'arbitre au motif qu'il résiderait au Maroc, détiendrait une carte de séjour et posséderait des intérêts ainsi que des biens sur le territoire marocain. Certains députés ont considéré cela comme un fondement de responsabilité légale permettant aux institutions marocaines d'agir contre lui. Cette position a toutefois suscité un large débat juridique, de nombreux observateurs rappelant que l'arbitrage sportif relève d'instances internationales indépendantes et qu'un arbitre ne peut être poursuivi pénalement au niveau national pour des décisions prises lors d'un match officiel sous l'égide de la Confédération africaine de football. En parallèle, d'autres voix, à l'intérieur comme à l'extérieur du Parlement, ont vivement critiqué cette orientation, estimant que la confusion entre politique et sport portait atteinte à l'image du pays plus qu'elle ne la défendait, surtout dans un contexte marqué par de lourds défis sociaux et économiques pour les citoyens marocains. Cherté de la vie, baisse du pouvoir d'achat, chômage, problèmes dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Beaucoup se sont interrogés sur l'utilité de consacrer une séance parlementaire à une défaite sportive, alors que la population attend des solutions concrètes à des crises réelles affectant son quotidien. Sur le plan médiatique, le discours s'est durci, notamment sur les réseaux sociaux et dans certaines chaînes où la défaite a été présentée comme une conspiration et un ciblage prémédité. Des accusations directes ont été portées contre l'équipe sénégalaise, non seulement pour avoir prétendument bénéficié de l'arbitrage, mais aussi pour avoir utilisé des moyens illicites afin de remporter le titre. Ces accusations ont suscité de vives réactions de la part de supporters et d'analystes africains qui ont estimé que de telles allégations portaient atteinte aux valeurs du fair-play et nuisaient à l'image du football africain dans son ensemble. De leur côté, les autorités sénégalaises sont restées silencieuses, se contentant de rappeler que le titre a été remporté sur le terrain, que le match a été dirigé par un corps arbitral désigné par la CAF sous la supervision d'observateurs internationaux et que toute contestation devait emprunter les voies juridiques prévues au sein des instances africaines et internationales et non passer par des déclarations politiques ou des campagnes médiatiques. Des observateurs ont également souligné que l'histoire du football africain regorge de matchs controversés, mais qu'il n'a jamais été question auparavant de voir des parlements nationaux réclamer le retrait d'un titre ou l'emprisonnement d'un arbitre. Concernant les informations selon lesquelles la sélection sénégalaise aurait été empêchée de quitter le Maroc pendant plusieurs heures après la finale, les versions divergent. Certains parlent de simples mesures organisationnelles liées au protocole sécuritaire, tandis que d'autres ont tenté de les relier aux pressions psychologiques et politiques ayant suivi la rencontre.
Aucune autorité officielle n'a confirmé l'existence d'une décision visant à bloquer la délégation sénégalaise ou à la contraindre à renoncer au trophée, contrairement à ce qui a été relayé sur certaines plateformes. Au cœur de cette polémique, le débat plus large sur l'état du football africain, l'arbitrage, le rôle de la CAF et la nécessité de réformer l'ensemble du système en refait surface, loin des réactions émotionnelles. Beaucoup d'analystes ont souligné que l'équipe marocaine, malgré la déception, a livré un tournoi solide, mais qu'une finale se joue souvent sur de petits détails et sur la préparation mentale avant tout. Ils ont insisté sur le fait que rejeter la responsabilité sur des facteurs occultes ou des complots extérieurs ne permettrait ni d'améliorer le niveau, ni de remporter de titres. En conclusion, la réalité demeure simple malgré la complexité des discours. Les trophées se gagnent sur le terrain et l'histoire sportive ne s'écrit ni par des communiqués, ni par des séances parlementaires, mais par des buts, des performances et une préparation mentale et physique adéquate. Quant à la défaite, aussi douloureuse soit-elle, elle fait intégralement partie du jeu et constitue une occasion de remise en question et d'apprentissage, et non la fin du monde ni un prétexte pour saper les valeurs sportives. Reconnaître la défaite ne porte pas atteinte à la dignité. Bien au contraire, elle la renforce, car elle témoigne de maturité et de capacité d'autocritique, des qualités indispensables à tout projet sportif ambitieux. En définitive, les revendications du Parlement marocain, qu'elles soient symboliques ou politiques, traduisent un climat de frustration populaire après une défaite douloureuse. Elles soulèvent cependant des questions profondes sur les limites de l'intervention politique dans le sport et sur les véritables priorités auxquelles devraient se consacrer les institutions élues. Entre ceux qui y voient une défense de la dignité sportive et ceux qui considèrent cela comme une fuite en avant et une tentative de cacher des échecs plus profonds, une réalité demeure. Le trophée est allé au Sénégal et l'histoire ne retient que ce qui s'est décidé sur le terrain. Quant aux leçons à tirer, elles relèvent de la responsabilité de tous si l'objectif est réellement de bâtir un avenir meilleur pour le football et, plus largement, pour les peuples avant tout. En conclusion de cette controverse qui a dépassé les limites du rectangle vert pour se transformer en un débat politique, médiatique et social de grande ampleur, il est possible d'affirmer que ce qui a suivi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas été une simple réaction passagère à la perte d'un match, mais plutôt le reflet d'un climat de tension plus profond où se sont mêlés les sentiments nationaux à la frustration sportive et où les considérations politiques se sont entremêlées aux émotions populaires. Cette affaire a mis en lumière la manière dont le football, en tant que sport populaire porteur d'une forte charge symbolique, peut, en un instant, devenir un miroir reflétant les tensions sociales et les contradictions existantes, et comment le résultat d'un seul match peut être utilisé pour rouvrir des dossiers liés à la confiance dans les institutions, dans la justice et dans la notion d'équité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des stades. La demande attribuée au Parlement marocain, telle qu'elle a été relayée, d'adopter des positions radicales à l'encontre de l'arbitre et de la sélection sénégalaise révèle une volonté de transformer une défaite sportive en affaire de souveraineté, comme si l'acceptation d'un revers sportif était devenue difficile dans un contexte marqué par l'accumulation de pressions psychologiques, économiques et sociales pesant sur le citoyen. Dans un environnement où les populations souffrent de la hausse des prix, de la baisse du pouvoir d'achat et du manque d'opportunités, la victoire sportive devient une soupape collective. Et lorsque cette soupape disparaît, le sentiment d'injustice s'intensifie, poussant la colère à chercher des canaux d'expression, même si cela passe par l'accusation de l'arbitrage, la remise en cause de l'intégrité de l'adversaire ou le recours à des interprétations mystiques dépourvues de toute preuve tangible. Cependant, le danger majeur de cette dynamique réside dans la normalisation de la fuite devant la responsabilité individuelle et collective et dans la transformation systématique de l'échec en complot permanent. Une telle approche ne sert ni le développement du sport, ni la construction d'une culture compétitive saine. Le football africain, qui souffre déjà de la faiblesse de ses structures, de problèmes d'organisation et d'inégalité de moyens, a besoin d'analyses rationnelles et de réformes réelles, et non de discours émotionnels qui ne font qu'approfondir les divisions entre le peuple et la sélection.
faire porter à l'arbitre seul la responsabilité de la défaite ou aller jusqu'à exiger son emprisonnement ou sa sanction en dehors des cadres sportifs reconnus soulève de sérieuses interrogations quant au respect des lois internationales et à l'image d'institutions censées faire preuve de retenue et de sagesse plutôt que d'alimenter la colère collective. De même, les accusations dirigées contre l'équipe sénégalaise, qu'il s'agisse d'un prétendu avantage indu ou de pratiques contraires à l'esprit sportif, vont à l'encontre du principe de respect mutuel entre les peuples africains et sapent les efforts entrepris depuis des années pour faire de la compétition continentale un espace de rencontre et de rapprochement, et non un champ de soupçons et d'accusations. Le Sénégal, à l'instar des autres sélections, a disputé la compétition selon les mêmes règles et sous la supervision des mêmes instances. Et toute contestation aurait dû être formulée dans son cadre juridique et sportif approprié, au lieu de se transformer en une campagne politique et médiatique ouverte. À un niveau plus global, cette affaire met en évidence la problématique de la confusion des rôles entre politique et sport. Alors que l'on attend des parlements et des gouvernements qu'ils se consacrent avant tout à la législation, au développement et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, plutôt qu'à l'ingérence dans les résultats des matchs. Certes, le sport constitue un élément de soft power et exerce une influence considérable sur l'opinion publique. Mais en faire une priorité politique en période de crise sociale peut être perçu comme une tentative de détourner l'attention des enjeux fondamentaux, ce qui ne fait qu'aggraver la perte de confiance au lieu de la résorber. En définitive, la réalité demeure simple malgré la complexité des discours. Les trophées se gagnent sur le terrain et l'histoire sportive ne s'écrit ni par des communiqués ni par des séances parlementaires, mais par des buts, des performances et une préparation mentale et physique adéquate. Quant à la défaite, aussi douloureuse soit-elle, elle fait intégralement partie du jeu et constitue une occasion de remise en question et d'apprentissage, et non la fin du monde ni un prétexte pour saper les valeurs sportives. Reconnaître la défaite ne porte pas atteinte à la dignité. Bien au contraire, elle la renforce, car elle témoigne de maturité et de capacité d'autocritique, des qualités indispensables à tout projet sportif ambitieux. Ainsi, si une leçon peut être tirée de l'ensemble de ces événements, c'est que l'avenir du football africain, et maghrébin en particulier, ne se construira ni sur les réactions impulsives, ni sur les accusations, mais sur l'investissement dans la formation, l'amélioration de l'arbitrage à travers des mécanismes transparents, le renforcement de l'indépendance des instances sportives et l'ancrage d'une culture d'acceptation de la défaite avant la célébration de la victoire. Seule une telle approche permettra de transformer la frustration en moteur de progrès et de faire de la défaite une étape sur le chemin du développement plutôt qu'un facteur de division. Dans un monde en mutation rapide, la sagesse réside dans la capacité à distinguer l'émotion de la raison, le sport de la politique, car leur confusion ne produit que davantage de bruit, alors que les peuples, en définitive, n'ont pas besoin d'un nouveau tumulte, mais d'une espérance réelle sur les terrains comme en dehors.